Salut à tous, bienvenue. Petit récapitulatif, on avait commencé donc l'exo 3 du concours général et on était à la question 4. On venait de finir la question 4C, on allait entamer la question 4D, mais on va repréciser un peu ce qui s'est passé avant. Donc on avait un nombre x, on a défini la partie entière de x comme étant le plus grand entier inférieur ou égal à x. Alors voici l'énoncé. Et on a défini la partie fractionnaire comme étant la différence entre x et la partie entière de x. La partie fractionnaire, c'est un nombre entre 0 et 1 exclu, et on a défini cet ensemble comme étant la partie entière de n divisé par x pour chaque entier naturel n non nul. On avait répondu donc aux premières questions, en particulier on avait vu que quand le maximum de alpha et bêta c'est 1, on avait une situation particulière pour p inter et p union. Alors on va déjà peut-être rappeler ces deux propriétés. Donc on définit cet ensemble, ça s'appelle le spectre de 1 sur x. Alors, le spectre de alpha, on va dire, pour simplifier. Donc l'intersection des spectres de alpha et bêta est vide, ça veut dire que personne n'est à la fois dans le spectre de alpha, epsilon alpha, et dans le spectre de bêta, epsilon bêta. Et la propriété réunion, c'est que la réunion des deux fait tous les entiers naturels non nuls. C'est hyper important. Quand x était égal à 1, son spectre contenait tous les entiers naturels non nuls, puisque c'était directement, le calcul donnait directement tous les entiers non nuls, donc on avait la propriété union et la propriété intersection qui n'était pas satisfaite. Pourquoi? Parce que la propriété intersection, l'intersection des deux ensembles est vide. Donc s'il y en a un qui est tout n étoiles, et que l'autre est non vide et contient des entiers plus grands strictement que 0, forcément leur intersection est non vide. Donc x égale 1, on vérifiait l'une mais pas l'autre, on vérifiait la union mais pas l'intersection, et pour x strictement supérieur à 1, on vérifiait pas la propriété union, puisqu'on voulait que l'union soit égale à n étoiles, c'est-à-dire qu'on ne veut pas 0, et quand x est strictement plus grand que 1, on a 0 dans la valeur. Parce que si x est strictement plus grand que 1 divisé par x, c'est strictement plus petit que 1, et la partie entière de quelque chose qui est strictement plus petit que 1, c'est 0. Donc on a 0 dedans, et donc la propriété P union ne peut pas être satisfaite dès que x est strictement plus grand que 1. Et on avait calculé que quand x est strictement plus grand que 1, on a tous les autres entiers, donc on vérifie la propriété, on ne vérifie pas non plus la propriété intersection. Ensuite, on avait démontré les questions 4, et là on était à la 4D. Donc je réitère certains conseils que j'avais donnés. Quand on entame ce genre de sujet, la première chose qu'il faut faire, c'est bien lire tout l'exercice pour se préparer et bien voir où est-ce que ça va nous mener. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est déjà dans cette lecture essayer de bien comprendre, et ça va nous aider à relier les questions, à repérer qu'il y a des questions qui sont déjà faisables, même si on n'en a pas fait d'autres avant. Et si on bloque sur des questions, on passe à la suite et on va voir ces questions qui sont faisables. Très loin dans le sujet, il y avait des choses qui étaient faisables et qui ne nécessitaient pas d'avoir répondu aux questions d'avant pour réussir à les faire. Donc très important, quand vous entamez un exercice, c'est valide pour tout type d'épreuve, que ce soit le bac ou des concours. Lisez l'exercice en entier, vraiment prenez le temps, ça va beaucoup vous aider. Vous avez l'impression que vous perdez du temps, mais c'est du temps que vous allez rentabiliser. Alors c'est bon pour tout le monde, j'entame la 4D. On suppose dans cette question que 1 moins 1 sur n est inférieur strictement à frac de mx, est inférieur strictement à 1. Et on pose u est égal à la partie entière de 1 divisé par 1 moins frac de mx. Démontrer que la partie entière de umx est égale u fois la partie entière de mx plus u moins 1, et que 0 est inférieur ou égal à la partie fractionnaire de umx, et ça c'est strictement inférieur à 1 sur n. Ok, donc on a déjà deux trucs à montrer pour la question D. On fait une construction bizarre avec le U, et comme ça on voit pas trop où ça nous mène. On va essayer déjà de faire le truc par étapes pour y voir un petit peu plus clair. La question D est divisée en deux parties, donc vous avez une première partie où vous devez montrer que la partie entière de UMX est égale à ce qu'ils nous disent, et une deuxième partie où on doit encadrer la partie fractionnaire de UMX entre ces deux choses. On vous pose la question de cette façon, donc il y a des chances que le deuxième se base sur le premier. Donc on peut commencer par attaquer le premier, mais si on n'arrive pas à faire le premier, on sait que le deuxième se base sur ça, donc on peut utiliser ce résultat, on admet le résultat, et puis après on l'utilise dans le raisonnement. On va attaquer le premier. Donc la partie entière de UMX, on nous demande de démontrer que c'est ceci. Alors souvent, quand on veut démontrer des égalités avec des parties entières, bien comme on l'a dit, la partie entière, la caractérisation qu'on va utiliser, c'est le fait que c'est le plus grand entier inférieur à notre valeur. Donc la partie entière de x, c'est le plus grand entier inférieur ou égal à x. Et donc en utilisant cette caractérisation, si notre valeur de x, on arrive à trouver un entier, appelons-le n, qui vérifie ça, et qui est le plus grand possible, on a gagné.
Comment on sait que ça sera le plus grand possible? Bah, par exemple, on a réussi à encadrer x entre n et n plus 1. Si vous encadrez x de cette façon, vous savez par définition et unicité de la partie entière que l'entier que vous avez trouvé en dessous de x, c'est la partie entière de x. Donc, si la quantité u partie entière de mx plus u moins 1 est inférieure à x et encadre notre valeur umx de cette façon, on a gagné. Alors comment est-ce qu'on va bien pouvoir faire ça? Alors nous, ce qu'on voudrait démontrer, pour montrer que la partie entière de umx, c'est ce qu'ils disent, ce qu'on voudrait démontrer, c'est que umx est supérieur ou égal à, du coup, u fois la partie entière de mx plus u moins 1. Et du coup strictement inférieur à ceci plus 1. Si on démontre cette inégalité, bah ça prouve bien que ceci c'est la partie entière de umx, puisque ces deux entiers là diffèrent de 1. U c'est un entier, partie entière c'est un entier, U moins 1 entier. Pareil, ici à droite, on a bien deux entiers qui diffèrent de 1 et qui encadrent un réel, un certain réel. Donc ça prouvera que ceci, c'est la partie entière de UMX. On va essayer d'exploiter ça jusqu'au bout pour voir ce que ça peut nous donner. Déjà du côté droit de l'inégalité. Tout passer. Alors on va prendre juste le côté droit, UMX inférieur à U EMX plus U. On va tout faire passer du côté gauche. Donc ça va nous faire U facteur de MX moins la partie entière de MX. Alors pourquoi est-ce que je fais ça? L'idée c'est de faire apparaître la partie fractionnaire, puisque dans la question, les hypothèses que j'ai c'est sur la partie fractionnaire. Donc je vais utiliser cette info et voir si ça peut me donner le résultat. Et ça fait U fois la partie fractionnaire de MX inférieur ou égal à U. Et si je divise par U, U c'est différent de 0. On va le démontrer juste après, mais U c'est un entier différent de 0. Donc si je divise par U, j'obtiens que frac MX est inférieur strictement à 1. Mais ok, ça c'est bon, c'est ce qu'on nous demandait en fait dans l'AD. Enfin, c'est ce qu'on nous donnait dans l'AD pour démontrer ce qu'on avait. On a frac de MX inférieur strict à 1, mais supérieur à 1 moins 1 sur N. Bah ça c'est ok, et ça nous donne la première inégalité qu'on veut. Comment montrer maintenant que U est supérieur ou égal à 1, que c'est bien un entier qui est inférieur à 1? Alors, U, c'est égal à la partie entière. Merci d'avoir partagé le live sur TikTok, c'est cool. U, c'est la partie entière de 1 divisé par 1 moins la partie fractionnaire de MX. 1 moins la partie fractionnaire de MX, c'est strictement positif, hein, parce qu'on a que 1, c'est strictement plus grand que la partie fractionnaire de MX. Donc je peux diviser 1 par ça me donne bien quelque chose, et je fais la partie entière. Et bien, justement, on va utiliser l'inégalité jusqu'à obtenir ça, et puis on va obtenir quelque chose sur N. Donc j'ai 1 moins 1 sur N, strictement inférieur à frac de MX, strictement inférieur à 1. Le but, c'est de fabriquer cette expression à partir de ça. Donc je multiplie par moins, et je rajoute 1. Donc je multiplie par moins et je rajoute 1. Bah, du coup, là, ça va faire moins 1 plus 1 sur N. Moins 1 plus 1, bah, du coup, j'aurai que 1 sur N. J'ai multiplié par moins, donc j'ai changé l'inégalité. J'ai rajouté 1, ça n'a rien changé. J'ai multiplié par moins et j'ai rajouté 1, donc ça fait bien 1 moins frac MX. Donc j'ai fait deux étapes un petit peu plus rapides. Hein. Tac. Super à 0. Je multiplie par moins 1, l'inégalité change et je rajoute un 0. Ensuite je passe à l'inverse, les deux sont strictement positifs, je peux prendre les inverses et par décroissance de la fonction inverse, j'obtiens que n est inférieur strict
à 1 divisé par 1 moins la partie fractionnaire de mx. Et là, c'est gagné. Pourquoi? Rappelez-vous, j'ai n qui est un entier, non nul au passage, qui est inférieur strict à ça. Mais rappelez-vous, la partie entière de ce truc-là, c'est le plus grand des entiers inférieurs. Donc si un entier est inférieur à ça, vu que la partie entière c'est le plus grand des entiers inférieurs à ça, bah forcément, ça nous dit que n est inférieur ou égal à la partie entière de ce truc. Qui est égal à u. Donc on a bien que n est supérieur ou égal à u, hein, et n était supérieur ou égal à 1. Donc u est bien supérieur ou égal à 1, et donc ici j'avais bien le droit de diviser par u. Est-ce que jusque-là c'est clair pour tout le monde? Donc j'ai montré un côté de l'inégalité. J'ai montré du coup ça. Alors il faut que je le réécrive dans l'autre sens, ça, pour bien le faire proprement. Donc ici au propre, j'ai que u est supérieur à 1 et j'ai que frac mx est inférieur à 1. Je multiplie par u et j'écris explicitement frac mx, donc ça fait u fois mx moins la partie entière de mx inférieur strict à u. Mais ça me dit que umx est inférieur strict en distribuant le u et en rajoutant des deux côtés u plus u partie entière de mx. Ok, c'est bon pour ce côté de l'inégalité. J'ai umx strictement inférieur à ce truc-là. Je rappelle que moi je veux l'encadrement umx inférieur à ce truc-là, ça c'est fait, mais que je veux ça de l'autre côté. Bah, je vais écrire ça sur mon brouillon, et je vais voir si je peux pousser cette inégalité jusqu'à quelque chose que je sais démontrer, et je vais réécrire au propre dans le bon sens. Donc le brouillon, alors au-dessus j'avais pas fait le brouillon dans la bonne couleur, là je le fais dans la bonne couleur. Donc moi ce que je veux démontrer c'est que umx est supérieur ou égal à u plus la partie entière de mx plus u moins 1. On va quand même... Alors c'est pareil, je vais faire apparaître le frac et faire ce qu'il faut pour isoler. Alors j'ai oublié un u, c'est pas un plus là. On va tout faire passer du côté gauche. Donc du côté gauche, j'ai moins u, la partie fractionnaire de mx, de parce que là, j'ai la partie entière, je fais passer le umx, donc j'ai moins umx, et je factorise par moins u, donc j'ai moins u facteur de mx, côté gauche, moins la partie entière. Là, il est positif en factorisant par moins u, j'ai moins la partie entière, ce qui me fait bien la partie fractionnaire de mx. Plus u est inférieur ou égal à 1. Je fais passer le 1 du côté droit. Donc là, je factorise par u, ce qui me fait 1 moins la partie fractionnaire de mx, qui est inférieur ou égal à 1. Et là, on a démontré que u est positif, donc je divise... pardon, pas par u. On a précisé que c'était positif, 1 moins la partie fractionnaire de mx, donc je peux diviser des deux côtés, ce qui me fait u inférieur ou égal à 1 sur 1 moins la partie fractionnaire de mx. Et ça, c'est vrai par définition, puisque u, c'est la partie entière de ce truc. Donc ça, c'est vrai. Et bien du coup, au propre, je rédige dans l'autre sens, et j'ai l'inégalité. Donc, par définition de la partie entière de ce truc-là, j'ai ceci. Je multiplie par 1 moins frac mx, qui est strictement positif, ce qui veut dire que j'ai eu 1 moins frac de mx inférieur ou égal à 1.
Je distribue, donc j'ai U moins U mx plus U partie entière de mx est inférieur ou égal à 1. Et ça, si je déplace le 1 à gauche et le umx à droite, ça me donne bien que U plus U emx moins 1 est inférieur ou égal à umx. Mais ça, c'est bien ce que je voulais. C'est ce que je voulais ici. Tac. Donc j'ai bien démontré cet encadrement. J'ai montré que cet entier est inférieur ou égal à ceci. Et là, j'ai cet entier plus 1. Donc ça, c'est bien l'entier qui correspond à la partie entière de umx. Donc la partie entière de umx est bien égale à u fois la partie entière de mx plus u moins 1. On a fait le début de la question D. Est-ce qu'il y a des questions sur ça? Est-ce que ça vous paraît clair? Pour montrer que c'est inférieur à n entier. Tu peux réexpliquer rapidement, s'il te plaît, le passage avec n inférieur. Alors le passage avec n inférieur... Alors attends, je reprends... Ici, tu veux dire que n est inférieur à u, c'est ça, Tom? Pour montrer que c'est inférieur à partie entière. Ici, ok. Alors je reprends. D'après l'énoncé, on nous dit que la partie fractionnaire de mx est supérieure strictement à 1 moins 1 sur n et inférieure strictement à 1. Donc je multiplie par moins 1. Alors il y a une étape intermédiaire que j'ai sautée, mais je peux l'écrire. Si je voulais une étape intermédiaire, en multipliant par moins 1, j'aurais 1 sur n moins 1 supérieur. Je change l'inégalité parce que je multiplie par moins 1 à moins frac mx supérieur à moins 1. Et je rajoute 1 des deux côtés et j'obtiens ceci. Donc 1 ici, côté gauche, le moins 1 disparaît. J'ai 1 moins frac au milieu. Et le moins 1 plus 1, ça me fait bien 0. Comment on conserve l'inégalité avec la partie entière? C'est ce que je suis en train de dire. Donc là, n est inférieur à ça, en prenant l'inverse. Ça, c'est strictement supérieur à ça, qui est strictement positif. Je peux prendre les inverses. Et donc, par décroissance de la fonction inverse, ça, c'est inférieur strictement à 1 sur 1 moins frac de x. Et en fait, il faut penser à la caractérisation de la partie entière. La partie entière, c'est le plus grand des entiers inférieurs à une quantité. La partie entière de 1 sur 1 moins frac mx, c'est le plus grand des entiers inférieurs à 1 sur 1 moins frac mx. Mais là, cette inégalité montre que n est un entier inférieur à 1 sur 1 moins frac mx. C'est un entier inférieur. Donc par définition, la partie entière est plus grande que n, puisque la partie entière, c'est le plus grand des entiers parmi tous les entiers qui sont inférieurs à 1 sur 1 moins frac mx. Donc dès que vous minorez une quantité, donc vous trouvez un entier plus petit que votre réel, vous savez que cet entier est inférieur ou égal à la partie entière de ce réel, par définition de la partie entière, qui est le plus petit entier inférieur. C'est ça le raisonnement de là à là. Ce n'est pas une application directe d'une fonction ou quoi, c'est que j'ai raisonné sur l'une des définitions de la partie entière. Est-ce que c'est bon pour toi, Tom? Ok, nickel, c'est bon pour moi, merci. Je t'en prie. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? On peut passer à la suite? Ok, donc j'ai utilisé cette minoration avec n, ce qui me dit que u est plus grand que n, et donc u est plus grand que 1. Attention, vous ne pouvez pas, a priori, juste avec ça, déduire que u est strictement plus grand que n. Hein. C'est pas parce que ça, c'est strictement plus grand que n, que la partie entière aussi. Hein. Ça, c'est strictement plus grand que n. La seule chose qu'on peut affirmer, c'est que la partie entière de tout ça, c'est supérieur ou égal à n. Ça pourrait être n, mais ça peut aussi ne pas l'être. A priori, on ne sait pas. Et donc ça, je déballe, je déballe, je déballe. Je déballe ici, ici, et ça me donne bien l'inégalité voulue. Et l'inégalité qui encadre umx me dit que la partie entière de umx, c'est ça. Donc voilà, c'est un nouveau type de raisonnement. Hein. On n'a pas directement calculé partie entière de umx, parce que la partie entière n'a pas des propriétés genre calculatoires ouf. Mais en raisonnant sur ce qu'elle signifie et les inégalités, eh bien on arrive à démontrer que ça, c'est égal à ça. Ok, c'est parti. Deuxième partie de la question 4D. On veut montrer que frac de umx, avec ce u là qu'on vient de fabriquer, c'est compris entre 0 et 1 sur n.
Alors c'est pareil, on écrit sur le brouillon l'inégalité, on essaie de voir de la déballer le plus possible, et si on arrive sur quelque chose que l'on sait démontrer, eh bien on remonte tranquillement pour faire ce qu'il faut et obtenir du coup ce qu'on veut démontrer. Donc ça c'est notre objectif, c'est pour ça que je mets dans une autre couleur pour indiquer que ce qu'on va faire c'est au brouillon. On transforme ça en s'assurant qu'on fait des transformations que l'on pourra refaire dans l'autre sens, et on voit ce qu'on obtient. La partie fractionnaire c'est UMX moins la partie entière de UMX. Et nous, on veut trouver ce truc inférieur à 1 sur n et supérieur à 0. Oui, mais ça, d'après la question précédente, on a réussi à l'exprimer autrement. Donc on va remplacer par l'expression qu'on vient de trouver. Hein. A priori, c'est pas pour rien s'il nous a demandé de démontrer ça. Hein. C'est qu'il y a des chances qu'on veuille l'utiliser. Donc ça nous fait ceci, moins u fois la partie entière de mx, moins u plus 1, parce que c'était un moins 1. On avait un plus u moins 1, là j'ai moins la partie entière, donc j'ai bien tout ça. Et tout ça, c'est inférieur strict à 1 sur n. Alors le fait que ce truc soit supérieur à 0, bah, c'est pas hyper passionnant, ça on le sait, une partie fractionnaire c'est toujours supérieur à 0, mais c'est le fait que ce soit strictement inférieur à 1 sur n que le truc se joue, et donc on va se concentrer sur le côté droit de l'inégalité, parce que le fait que ce soit supérieur à 0, bah, ça oui, par définition de la partie fractionnaire, CF énoncé, c'est déjà su. Donc je vais juste réécrire le côté droit et c'est seulement ça qui va nous aider. Ça je factorise pour faire apparaître la partie fractionnaire de mx, parce que, encore une fois, les hypothèses que j'ai c'est sur la partie fractionnaire de mx, donc le faire apparaître a priori c'est une bonne idée. Tac. Moins u plus 1, et ça c'est inférieur à 1 sur n. Je factorise par u, et je multiplie par moins 1, donc ça me fait u moins frac de mx. J'ai fait passer, donc ça, j'ai multiplié par moins 1, c'est devenu plus u, moins là, donc ça fait bien u facteur de 1 moins ça. Ça j'ai passé de l'autre côté, donc ça m'a fait 1 sur n moins 1, que j'ai multiplié par moins 1, donc ça fait 1 moins 1 sur n. L'inégalité après la multiplication par moins 1 change de sens, donc j'obtiens bien ça. J'ai fait 2 étapes un petit peu plus rapidement, mais j'obtiens bien cette inégalité. Je multiplie par n, j'ai n fois u fois 1 moins la partie fractionnaire de mx, qui est strictement supérieur à n moins 1. Est-ce que ça nous donne un truc intéressant tout ça? Eh bien on va mettre les n ensemble et ça de l'autre côté, donc différent de 0 je peux diviser, n... Alors n pourrait être égal à 1, mais on exclut le cas n égale 1. En fait, tout ce qui est dit là pour le cas n égale 1, en fait, c'est évident. Donc je vais supposer que n est strictement plus grand que 1 pour diviser par n. Mais je vous laisse faire le cas n égale 1 et vous convaincre que ce qu'on demande de démontrer dans le cas n égale 1, c'est évident. Donc ça fait nu divisé par n moins 1, strictement supérieur à 1 sur 1 moins la partie fractionnaire de mx. Et du coup la question c'est est-ce que ça c'est plus grand que 1 sur la partie fractionnaire de 1 sur 1 moins la partie fractionnaire de mx. Alors on peut essayer de se dire si j'arrive à rendre ça plus grand que peut-être des trucs avec des u et des n, ça sera un petit peu plus facile à manipuler, sachant en plus que je sais que sa partie entière à celui-là, c'est u par définition. Donc je sais que si je démontre, attention, c'est pas un enchaînement d'équivalence, mais si je démontre que ça, par exemple, c'est supérieur ou égal à u plus 1, u plus 1 étant strictement plus grand que ça, puisque u est la partie entière de ça, u plus 1 est strictement plus grand que ça, si je démontre cette inégalité, j'ai démontré celle-ci. Pourquoi? Parce que ça, c'est plus grand que ça, qui est plus grand que ça, donc ça, c'est plus grand que ça. Est-ce que c'est vrai cette inégalité? Je multiplie par n-1, ça équivaudrait à dire que u plus 1 facteur de n-1 est inférieur à nu. On développe. Nu plus grand que un moins u plus n moins 1. Je supprime les un et j'obtiens que u plus 1 est supérieur ou égal à n. Mais est-ce que c'est vrai ce truc? Oui, ce truc est vrai. Ce truc est vrai puisqu'on a démontré plus haut. Ici, alors là, je ne l'ai pas encore, ici que u est supérieur ou égal à n. Donc en fait, on a même un strict. U est supérieur ou égal à n, donc u plus 1 à plus forte raison. Donc u plus 1 est supérieur à n,
Eh bien, au propre, on réécrit tout dans le bon sens. Donc, on a u plus 1 supérieur ou égal à n. Je refais apparaître toutes les expressions qu'il me faut. Donc, j'ai un supérieur ou égal à n moins u moins 1 plus un. Mais comme sur mon brouillon j'avais développé, je sais factoriser ça. Hein. Je ne dois pas le factoriser de rien du tout puisque je l'ai fait sur mon brouillon. Donc je sais que un est supérieur ou égal à n moins 1 facteur de u plus 1. Donc un, hein, je vérifie que j'ai bien les termes. N fois u, n fois 1, c'est là. Moins u, moins 1, c'est bon. Et moi, ce que je voulais, c'était que u fois n divisé par n moins 1 soit supérieur ou égal à u plus 1. Donc ça, c'est démontré. U fois n divisé par n moins 1, quand n est strictement supérieur à 1, est plus grand que u plus 1. Ce qui signifie que un divisé par n moins 1 est strictement plus grand que 1 sur 1 moins frac mx. Pourquoi? Pour rappel, parce que u, c'est la partie entière de 1 sur 1 moins frac mx. Et par définition de la partie entière, CF la remarque dans l'énoncé, bah ça, c'est inférieur strict à la partie entière plus 1. L'entier suivant la partie entière est strictement plus grand que le gars dont on prend la partie entière. Donc j'ai bien que un divisé par n-1 est strictement plus grand que 1 sur 1 moins la partie fractionnaire de mx. Et donc à partir de ça, bah, je multiplie pour obtenir ce que je voulais. Donc strictement positif, n-1 strictement positif, aucun souci pour multiplier sans changer l'inégalité. n-1, je divise par n, ce qui me fait u facteur de frac mx sur 1 moins 1 sur n. Je distribue le u, donc j'ai u moins u mx, la partie fractionnaire est développée en mx, donc u partie entière de mx, tout ça strictement supérieur à 1 moins 1 sur n. Et donc bah, on reconnaît notre expression, donc on l'a quasiment, donc u emx plus u moins 1, donc il faut faire passer le 1 et mettre le umx de l'autre côté, ok. Donc je fais passer le 1 à gauche, ce qui va me faire u emx plus u moins 1, et ça d'après la première partie de la question 2, c'est la partie entière de umx. Donc j'ai la partie entière de umx moins umx lui-même, en personne, et ça c'est supérieur à moins 1 sur n. Je multiplie par moins 1, et on va l'écrire directement, ça va me faire umx moins sa partie entière, ce qui est bien la partie fractionnaire de umx, inférieur strict à 1 sur n. C'est QFD, je pense que c'est ce qu'on voulait, non? Alors Samy qui revient, en voyant la correction, l'exo était peut-être un peu plus abordable que je pensais. Super, oui, c'était le but de ce live, de montrer que oui, c'était abordable quand même, et qu'on pouvait facilement, il y avait des questions faciles, il y avait des questions plus délicates, mais qu'en prenant par le bon bout, on pouvait quand même triturer des choses. Des questions plus techniques, qu'on pouvait avancer, quand même faire des choses, mais oui, il y avait beaucoup de choses faisables dedans. Est-ce qu'il y a des questions sur ce qu'on a fait jusque-là? Donc, je répète, on vient de démontrer la question 4D. On a démontré que la partie entière est égale à ce qu'il nous disait, et on a utilisé ce résultat pour montrer que la partie fractionnaire de umx est supérieure ou égale à 0. Bon, ça n'a pas besoin de le dire, c'était partie fractionnaire déjà. Mais surtout que c'est inférieur strict à 1 sur n, là. Je répète l'idée, vous partez de l'inégalité que vous voulez démontrer au brouillon, et vous essayez de la triturer dans tous les sens pour obtenir des inégalités que vous pensez pouvoir démontrer. Tac, tac, tac. Là, à ce moment-là, j'ai incrusté une autre condition. Je me suis dit, ah, mais si je démontre que ce truc est plus grand que u plus 1, puisque manipuler des n, des u et tout ça, ça a l'air plus simple. J'ai gagné, et j'ai essayé de le faire,
et ça m'a bien donné un truc qui est vrai, qui est même évidemment vrai, puisque U est supérieur ou égal à N, donc U plus 1 est supérieur ou égal à N. Je suis reparti dans l'autre sens en rédigeant, tac, 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 ça supérieur à ça, et ça m'a donné, du coup, l'inégalité voulue. Donc on ne peut pas penser à l'inégalité comme ça d'un coup, bien sûr, à part des gens qui ont des cerveaux complètement décalés, mais bon, on va partir du principe que ce n'est pas notre cas. Mais on peut arriver à trouver, du coup, l'inégalité qui a été demandée. Linux, oui, c'est vrai. Super. Est-ce qu'il y a des questions? TikTok, vous avez des questions? YouTube, des questions? Insta, des questions? Alors je sais Insta que vous voyez pas bien, mais c'est mieux sur YouTube ou TikTok. J'ai déjà prévenu dans les stories. Pas de questions, on passe à la suite. Démontrer que dans tous les cas, il existe un entier V supérieur ou égal à 1 pour lequel 0 est inférieur ou égal à la partie fractionnaire de Vx, inférieur strict à 1 sur n. Alors. Ben, on se rappelle que avant, à la question C, on a fabriqué un entier petit m qui nous dit que la partie fractionnaire de l'entier fois x est soit dans 0,1 sur n, soit dans 1 moins 1 sur n, 1. Et en fait, l'idée c'était ça, c'est qu'on voulait arriver à trouver un entier tel que la partie fractionnaire de l'entier fois x soit dans 0,1 sur n. Eh bien, vu que d'après 4c, on est dans les deux cas, première situation, l'entier m qui est fabriqué en 4c nous permet d'arriver déjà dans l'intervalle 0,1 sur n, donc la partie fractionnaire de mx est déjà dans 0,1 sur n. Deuxième situation, on est dans l'autre intervalle, 1 moins 1 sur n, 1. Et bien d'après la question D, je peux fabriquer un autre entier supérieur ou égal à 1, qui est U, et la partie fractionnaire de UMX est bien entre 0 et 1 sur n, donc dans l'intervalle 0,1 sur n ouvert. Donc deux situations, première situation c'est donné par M, et si le M ne nous envoie pas dans la bonne partie de l'intervalle, je fabrique à partir de ce M l'entier U comme à la question 4D. Donc dans tous les cas, cet entier qui permet d'être dans l'intervalle, que ce soit dans un cas ou l'autre, je l'appelle V. Et du coup j'ai démontré que quel que soit X, quel que soit N non nul, il existe un entier V supérieur à 1 pour lequel la partie fractionnaire de Vx est compris entre 0 large et 1 sur n strict. Est-ce que ce que j'ai dit est clair pour tout le monde? Donc on va le taper. C'était la question 4E. D'après « 4C, il existe un entier M tel que frac mx appartiennent à 0,1 sur n union 1 moins 1 sur n en virgule 1. Donc, première option, frac mx appartient à 0, 1 sur n, et donc on pose V est égal M. Donc le V qu'on nous demande de trouver à la question 4E, c'est ça. Deuxième option, frac mx appartient à l'intervalle 1 moins 1 sur n, 1. Et on se sert de la question 4D. D'après 4D, il existe un U tel que frac de UMX appartiennent à l'intervalle 0, 1 sur n. Et donc du coup on va poser U fois M, tous les deux des entiers non nuls, donc le produit est un entier non nul, est égal à V. J'ai bien démontré que quel que soit X réel, quel que soit N strictement positif, il existe un entier V non nul
telle que la partie fractionnaire de v fois x est inférieure strictement à 1 sur n. Question 5. Donc ça, par exemple, la question 4e, c'était une question, en la voyant, vous pouviez déduire, à partir de la lecture des autres questions, que vous pouviez y répondre. Bonjour TikTok, je suis en 3e et je fais les fonctions. Chat pépite, du coup je comprends R. Ouais, c'est normal, là c'est du terminal et on est sur du terminal plus, donc c'est galère ce qu'on fait pour des 3e. Mais c'est bien d'être passé, merci. Question 5a. Alors on va mettre l'énoncé. On suppose dans cette question que le maximum de alpha et bêta est strictement plus petit que 1 et que alpha est égal à un rationnel p divisé par q où p et q sont des entiers naturels non nuls. A. Déduire de la question 4 que, pour tout réel epsilon strictement supérieur à 0, il existe deux entiers naturels non nuls k et l, tels que q fois k est inférieur ou égal à l sur bêta, inférieur strictement à q fois k plus epsilon. Lesquelles des propriétés P inter et P union sont satisfaites. Alors dit en passant, le B, c'est encore quelque chose, vous pouvez l'intuiter de ce qui précède, donc ça peut se déduire relativement facilement, c'est un peu plus facile que les autres questions, même si ce n'était pas non plus très évident. Mais on va faire le 5A. Alors là, qu'est-ce qu'on vient de montrer ? Ce qu'on a fait avant, c'est pas pour rien, ça va nous servir. On a montré que, quel que soit x et quel que soit l'entier n, j'ai un entier non nul, quel que soit l'entier n non nul, j'ai un entier non nul v, tel que la partie fractionnaire de vx est entre 0 et 1 sur n. Donc qu'est-ce que je veux ? Alors, on va le faire au brouillon, on va exprimer ce qu'on veut, et on aura les idées un peu plus claires pour savoir par quel angle attaquer. Donc déjà, en bricolant un petit peu ce qu'on a, on a que la partie fractionnaire, je vais le réécrire comme ça, pour tout x, alors c'est pas m, on va reprendre la notation, c'était v, vx moins la partie entière de vx, ça c'est inférieur strict à 1 sur n. Bon, on compare avec un peu ce qu'on a pour sentir d'où est-ce que ça peut venir. On a une inégalité large et stricte, on sent qu'on va devoir travailler sur un truc comme ça pour obtenir ce qu'il nous faut. Si on bidouille un peu ça, on aurait, donc en passant la partie entière, on aurait la partie entière de Vx inférieur ou égal à Vx, inférieur strict à 1 sur n, plus la partie entière de Vx. Maintenant, si on regarde le résultat dans l'énoncé, on veut du q fois un entier. On veut se retrouver avec q fois un entier, q étant le dénominateur de l'autre valeur alpha, le dénominateur de la fraction alpha, puisque alpha est rationnel, ça veut dire que c'est un quotient d'entier, le dénominateur non nul. Si je veux un q, là j'ai un entier, partie entière, là j'ai un entier, donc c'est pas loin, on voit que c'est pas loin. Et le x, je le choisirai d'une bonne façon, et après le epsilon, on verra comment on traficote. Donc si je multiplie par q, j'aurai ça, q fois cet entier-là, qui est égal à q fois vx, qui est strictement inférieur à q sur n, plus q fois evx. Et donc là, c'est quasiment ce qu'on veut, parce que nous, ce qu'on voudrait, c'est un entier, q fois v, c'est un entier, sur bêta. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire ? On va remplacer x par 1 sur bêta. Donc ça va nous donner ceci. Rappelez-vous que ce qu'on a démontré avec x, c'était pour n'importe quel x réel. Donc 1 sur bêta ça marche, bêta est strictement positif, je peux diviser 1 par bêta, et ça nous fait q sur n plus q partie entière de v sur bêta. On va décaler ça un peu. Alors si vous regardez bien, on y est quasiment là. On y est quasiment. Là on a q fois un entier. De l'autre côté on a q fois le même entier.
Ici, j'ai un autre entier qui est au numérateur par rapport à ce que je voulais, et il manque plus qu'un epsilon. Donc en fait, on va choisir n de façon à ce que ça ce soit plus petit que epsilon. Donc maintenant, je rédige tout proprement. Là, j'ai fait au brouillon, j'ai traficoté pour lier ce que je voulais trouver avec ce que je venais de trouver. Et donc, on veut montrer un certain résultat pour tout epsilon strictement positif. Pour tout epsilon strictement positif, il existe ta. Donc, je commence en disant soit epsilon strictement positif quelconque. Alors, Q est fixé, puisque alpha c'est un réel donné, donc Q est fixé, on sait que Q divisé par n, ça tend vers 0, quand n tend vers plus l'infini. Vous avez une constante fixe, et n qui tend vers l'infini, ça tend vers 0. Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a forcément une valeur de n pour laquelle, alors on n'est pas obligé de revenir à la définition de la limite, puisque la définition de la limite, elle n'est pas stricto sensu au programme de terminale, même si là on s'en sert dans l'idée et qu'on pourrait le faire proprement. Si vous êtes en prépa, faites-le, parce que c'est un très bon exercice. Mais du coup, là, on peut le dire en mode intuitif. Ça, à un moment donné, il va exister une valeur de n pour laquelle ça, c'est plus petit qu'epsilon. Donc, on aura Q sur n inférieur ou égal à epsilon. Et donc, du coup, je reproduis tout ça. J'aurai Q sur n inférieur ou égal à epsilon. Donc, j'aurai Q sur n plus tout ça. Alors, tout ça, je vais les faire apparaître, mais il faut que je justifie bien juste avant. Alors, juste avant d'écrire, je vais dire donc ce n, donc il existe un n tel que Q divisé par n est inférieur à epsilon. Et pour ce n, j'applique la question 5c. Pour ce n. Donc pour ce n-là, il existe un v pour lequel, blablabla, j'ai tout ça. Donc question 5c, pour ce n-là, qui est non nul, si on va très très loin, il est évidemment non nul. J'ai mon v, donc j'ai l'inégalité que je vais réécrire. Et bien là, du coup, je vais simplement écrire ça. On va même directement écrire avec les parties entières des bons côtés. J'ai la partie entière de Vx qui est inférieur ou égal à Vx et inférieur strict à 1 sur n plus EVX. Il existe un n tel que ceci, et d'après la question 4e, il existe un v dans n étoiles tel que ceci. Je multiplie par q. Alors pardon, c'est pas x, on ne prend pas x, on prend bêta. On prend directement bêta. On applique la question 4e pardon, à 1 sur bêta. Ok. Mais comme q sur n, pour cette valeur de n qu'on a choisie, c'est inférieur à epsilon, ça, du coup, on a bien démontré que qv divisé par bêta, c'est bien inférieur à epsilon, plus q fois la partie entière de v sur bêta. Et ça, c'est supérieur à q fois la partie entière de v sur bêta. Et bien du coup, qu'est-ce que je fais? Je sais qui est qui. Ça va être mon K. Notez qu'il est là aussi. Et ça va être mon L. Et donc j'ai bien prouvé qu'il existe K et L qui vérifient cette inégalité, quel que soit epsilon strictement positif. Je reprends. Epsilon strictement positif quelconque, je sais que Q sur n tend vers 0, et donc j'ai bien un entier strictement positif, tel que Q sur n est inférieur ou égal à epsilon.
D'après 4e, j'ai un entier V tel qu'on a cette inégalité. Hein, c'est 4e réécrit en faisant passer la partie entière de V sur bêta de l'autre côté. Je l'applique à x est égal à 1 sur bêta. Je vais préciser ici. Je multiplie par Q. Je majore Q divisé par N par epsilon. Donc, vu que epsilon est plus grand que Q sur N, supérieur ou égal, bah ça c'est supérieur ou égal à ça qui est strictement supérieur à ça, donc ça c'est strictement supérieur à ça. Et donc j'appelle K ce truc-là, il est là aussi, et ce truc-là L. Donc c'est QFD. J'ai bien démontré que pour tout epsilon strictement positif, il existe K et L appartenant à n étoiles tel que Q fois K est inférieur ou égal à L sur bêta, et ça c'est strictement inférieur à Q fois K plus epsilon. On passe à la question 5b. Donc ça c'est la question 5a. Donc 5b, lesquelles des propriétés P inter et P union sont satisfaites? À ce qu'il paraît, la conjecture 3n plus 1 était résolue. Vous savez si c'est une fake news? J'en ai aucune idée, j'ai pas vu l'info. Alors, on va essayer de voir si elles sont satisfaites. Mais déjà, si vous n'avez aucune intuition sur ce qui se passe, eh bien, les questions suivantes elles vont vous aiguiller sur ce qu'on attend de vous, la réponse que vous êtes censé donner. Est-ce que déjà P inter peut être satisfaite? Si vous descendez dans l'énoncé, partie 3, en fait, l'objet, ça va être de démontrer que P inter est satisfaite si et seulement si les deux sont irrationnels avec U et V plus grand que 1 vérifiant ça. Donc si et seulement si les deux sont irrationnels vérifiant ça. Mais là, dans cette question, on a introduit alpha étant égal à P sur Q parce que alpha est rationnel. Donc ça va pas marcher. Donc on sait déjà que la propriété P inter ne va pas être satisfaite. Donc il faudra trouver quelqu'un qui soit dans les deux spectres, dans les deux ensembles. Ça va être ça, notre focus. Maintenant, la propriété P union, on regarde si on n'a aucune intuition du truc. Et P union, démontrer que la propriété P union est satisfaite si et seulement si le maximum des deux vaut 1, ou les deux sont irrationnels, strictement plus petits que 1, avec des entiers U et V vérifiant ceci. Donc pareil, soit le max des deux vaut 1, soit on a deux irrationnels. Du coup, c'est pas bon ici. C'est pas bon parce qu'ils sont tous les deux strictement plus petits que 1, donc aucun des deux ne peut valoir 1, et l'un des deux est rationnel. Donc dans les deux cas, les propriétés ne seront pas satisfaites, donc on sait dans quelle direction on peut chercher. On va prendre la caractérisation de notre spectre qui est celle-ci. On a tous les entiers K pour lesquels il existe un entier N tel que N divisé par X est compris entre K et K plus 1. Autrement dit, K ça va être la partie entière de N sur X. Si on arrive à trouver un entier K qui est inférieur à un certain entier divisé par bêta et inférieur à K plus 1, et ce même entier K inférieur ou égal à N sur alpha inférieur à K plus 1, c'est gagné, on aura démontré qu'il y a une valeur qui est dans les deux spectres et que donc la propriété inter n'est pas vraie, puisqu'on voulait que l'intersection soit vide pour cette propriété. Pour la réunion, on va démontrer qu'il y a une valeur, on va essayer de la construire, une valeur qui ne peut pas être dans les deux spectres, qui ne peut être dans aucun des deux, et donc ça montrera que leur union ne peut pas être égale à n étoiles. Alors on va bien sûr s'aider de ce qu'on vient de faire, la question 5a. Ça nous donne déjà un début de quelque chose pour L sur bêta. Alors si je prends du coup l'inégalité que je viens d'obtenir, on va faire simple, on va prendre epsilon égale 1 pour la 5a. Si j'ai pour epsilon égale 1, j'aurai qu'il existe K et L, je vais les appeler K1, donc j'ai Q K1 qui est inférieur ou égal à L1 sur bêta, inférieur strict à QK1 plus 1. D'après la définition que j'ai au début de l'énoncé, j'ai un entier ici, et j'ai ça qui est encadré entre cet entier et cet entier plus 1, avec l'existence d'un entier L1, et donc ça prouve bien que du coup, le nombre QK1, il appartient au spectre de bêta.
par application de 5A. Donc l'idée, c'est d'essayer de trouver quelqu'un tel que QK1 il soit inférieur à ce quelqu'un sur alpha, etc. Alors on va écrire au brouillon et puis on va bidouiller. Nous, ce qu'on voudrait, c'est avoir ceci inférieur ou égal à un certain L2, et donc ça sur alpha, et ça inférieur strict, du coup, K1 plus 1. Donc on veut le même ici. Hein. Alpha, c'est égal à P sur Q. Donc 1 sur alpha, c'est Q sur P. Donc là, j'ai L2 fois Q sur P. C'est égal à Q fois K1 plus 1. Et ça, c'est supérieur à Q fois K1. Si je divise par Q, Q est strictement positif, c'est le dénominateur de alpha. Donc j'ai K1 inférieur ou égal à L2Q, non pas Q du coup, L2 sur P, qui est inférieur strict à K1, plus 1 sur Q. Et si je multiplie par P, j'ai P fois K1, qui est inférieur ou égal à L2, inférieur strict à PK1 plus P sur Q. Donc la question c'est, est-ce qu'il existe L2 un entier qui vérifie cette inégalité? Bah oui, trivialement. L2 est égal à P fois K1, c'est bien supérieur ou égal à P fois K1, et inférieur strict à P fois K1 plus un truc strictement positif. Donc si je prends L2 est égal P fois K1, j'ai bien que pour ce K1, j'ai l'inégalité voulue dans l'autre sens. Alors, je réécris pas, mais du coup, je mets une petite flèche pour dire qu'on va dans ce sens. J'écris ça. L2, PK1 vérifie bien ça. C'est lui que j'appelle L2. Et donc, je me retrouve à la fin avec cette inégalité-là. Donc, Q fois K1. Inférieur ou égal à L2 sur alpha, inférieur ou égal à Q fois K1 plus 1. Mais ça, d'après la définition de l'énoncé, ça signifie que Q fois K1, il appartient au spectre de alpha. En fait, vous voyez, il se passe un phénomène assez marrant avec les rationnels, c'est que c'est assez facile de trouver des valeurs qui sont dedans en bidouillant l'inégalité puis en exprimant le rationnel en question sous forme de quotient. Donc j'ai QK1 qui est dans E de alpha, ici j'ai QK1 qui est dans E de bêta. Je viens de démontrer que E de alpha inter E, alors Q est strictement positif, K est strictement positif, hein. L'intersection de ces deux ensembles est différente du vide. Donc la propriété P inter n'est pas satisfaite. Deuxième question, la propriété P union. Donc il faudrait que tous les entiers apparaissent dans l'un des deux spectres. Et comme on l'a vu avec la question suivante, ça ne sera pas le cas. Alors comment est-ce que je l'ai trouvé? Je vais expliquer un petit peu l'idée. Donc on a bêta qui est strictement inférieur à 1, puisque le maximum des deux est strictement inférieur à 1. Ça veut dire qu'il existe un réel gamma strictement positif, tel que bêta plus gamma, encore une fois, soit strictement inférieur à 1. Je veux vraiment que la somme des deux soit strictement inférieure à 1. C'est possible, hein, puisque 1 moins bêta, c'est strictement positif. Et donc, je peux prendre, par exemple, la moitié de 1 moins bêta. Ça vérifie ça. Et donc, je vais choisir que epsilon est égal à gamma divisé par bêta. D'après la question 5a, j'ai l'existence d'un K et d'un L appartenant à n étoiles.
tel que Q fois K est inférieur ou égal à L sur bêta, qui est inférieur ou égal à Q fois K plus epsilon, donc plus mon gamma sur bêta. Et donc je vais poser K' qui va être égal à